moi, je vois ce film comme plusieurs voyages à la fois, en fait. Voyage dans le cerveau, c'est avec une topographie, une géographie du cerveau, des fonctions, des régions, des processus, de la mémoire à la psyché, en gros, hein, en passant par le mime, par le langage, par la lecture, par l'odeur. Et puis c'est un voyage dans le cerveau de Nourrit, au sens propre, puisqu'on a l'IRM, là, très impressionnant. Mais un peu décevant, au fond. J'aurais cru que l'endroit de la langue, du langage, il y aurait des espèces d'énormes efflorescences colorées, beaucoup plus encore que ce qu'on a vu. C'est pas du langage, c'est la langue. Oui, c'est la langue, c'est vrai. C'est la langue, oui. Ouais. Et évidemment, voyage dans le cerveau au sens où on voyage dans sa tête, dans son univers mental, dans sa mémoire et dans son imagination, dans sa ligne de naissance, dans sa vie même, dans ce qu'elle nous présente de sa vie, de sa famille, son origine, ses langues, quoi, tout ce qu'il a fait penser, tout ce qu'elle tente de penser par son film avec sa manière à elle, son écriture qui donne son rythme à cette espèce de partition qu'elle fait jouer aux savants, qu'elle dirige assez à la baguette, hein, je pense. Et puis voyage dans le temps, ou d'un temps à l'autre, parce qu'on a tout le temps l'impression que le temps change d'échelle. C'est ça qui est très frappant dans ce film, je trouve. Le temps d'une vie, bien sûr, la sienne qui commence avant la naissance, hein, dans le mariage en 1943 en Palestine, jusqu'à la vie actuelle à Paris, en passant par les étapes de l'enfance qu'on voit dans les photos, puis la vie de photographe, la vie de cinéaste qui est ponctuée par ses films auxquels il est fait retour. Il y en a beaucoup, finalement, langue sacrée, d'une langue à l'autre, Makom Avoda, qui sont évoqués. Et donc ce temps intime-là, qui est scandé par la phrase « je me souviens hein », qui fait aller vers un autre temps encore qui est celui du rêve. Et lui-même qui ouvre sur un autre temps, d'autres identités, ce que j'appellerais peut-être le temps des noms propres. Et là, c'est une géographie intime qui se cristallise autour de ce nom magique, presque, hein, chez Keff, qui recompose la carte de la naissance comme une espèce de carte du destin. C'est-à-dire que là, on est vraiment, à mon avis, dans un temps mythique, dans un récit mythique de soi, de sa vie, extrêmement surdéterminé. Et alors, parce que la naissance a eu lieu en Palestine, il y a un temps collectif qui s'ouvre, qui est de très longue durée, qui est quasi immémorial, puisqu'il ouvre sur cette espèce de lieu archéologique, hein, qui est plein de morceaux de poterie, de mer du temps, j'ai envie de dire, de mer de pierre, mer de terre, où on a cette histoire des civilisations successives qui se sont succédées là, donc depuis l'âge de fer. Hein. Et là, l'échelle est anthropologique, avec une histoire de civilisation, donc des traces d'autres genres de traces mnésiques, collectives. Tiens, tu veux bien me tenir mon livre? Tout à l'heure, j'en dirai un petit bout tout à l'heure. Et donc là, on a une signification qui se dessine, qui est propre au Moyen-Orient, de manière elliptique, une manière, au fond, aussi un peu politique, très discrètement, d'ouvrir une trappe, je pense, hein, sous le sol israélien. Et c'est d'ailleurs une Palestinienne qui ouvre cette clé-là, hein, en déplaçant légèrement le nom du lieu, par un mot arabe. Et alors, ce qui voyage dans le temps, c'est la mémoire. Par quoi commence le film, par quoi il s'achève, en tant que récitatif, je dirais, des savants. C'est ça qui encadre le film, hein, la mémoire comme processus dynamique, comme voyage mental, à la fois dans le passé, dans l'avenir, hein, c'est ce que dit le premier, et aussi cette mémoire dont la déficience, l'imprécision, en fait, ouvre la voie à l'imagination. C'est évidemment quelque chose sur quoi tu t'es jeté, à mon avis. Et puis à la fin, la mémoire comme activité inconsciente, hein, d'un cerveau qui ouvre à la contingence, à l'indétermination, et qui relie essentiellement à l'autre. Alors le film se construit à partir de ça, à partir de cette mémoire sans archet, sans fondement stable, et qui engendre un énorme appel de sens, un travail de l'imagination, un travail d'auto-interprétation. Et ce travail, il est de nature, c'est ça qui est de nature poétique, il est d'ordre onomastique. Les mots entrent en relation sémantique à partir de leur son, de leurs échos sonores, la mer et la mer, bien sûr, avec des effets de condensation symboliques, les trois mers. Donc le film incarne, en fait, pour moi, le propos de Yadin Doudaï,
Mais il le contredit aussi, je pense, un petit peu, en mineur, en faisant de la photo et du film, hein, non pas le contraire de la mémoire dynamique. Il dit la mémoire dynamique n'est pas comme la photo, comme le film qu'on range, etc. La photo, justement, ne se range pas chez toi, elle se ressort sans cesse, elle bouge par son sens, le sens que tu lui donnes. Elle sort de l'album pour s'exhiber, et elle s'exhibe comme appel à l'interprétation. Et tu fais même d'ailleurs changer la couleur, tu mets une couleur sur le noir et blanc, tu la tires au fond vers l'avenir. C'est-à-dire que de ce point de vue-là aussi, tu rejoins le propos de Doudaï, hein, sur la mémoire qui va du passé au futur. Tu l'as rétabli, cette relation-là, par bien sûr l'épigraphe poétique de Dan Pagis, qui parle de ça aussi, à partir de l'hébreu. Et puis tu affirmes comme ça que l'acte photographique, c'est à ce moment-là où tu colorises la fleur, hein, vise celui qui regardera dans l'avenir. Donc la couleur, c'est l'avenir, c'est le présent. Donc je suis toi maintenant. Enfin. Et en effet, toutes les fenêtres en série, ça c'est ce que tu dis, toutes les fenêtres qu'on voit s'ouvrir là, et dans tous les films précédents, dans cette séquence, hein, semblent toutes contenues au fond dans la fenêtre fermée de cette maison familiale, hein, qui est déserte et qui fait place à toutes ces pièces habitées au contraire par un individu qui te parle à la caméra. La dernière intervention, celle du psy, semble reformuler au fond le propos scientifique sur la mémoire pour introduire au rêve. Et ça réduit au fond là, il n'y a plus d'hiatus pratiquement entre le propos scientifique et puis la mémoire personnelle de nos rites, hein, puisque on nous parle du cerveau comme psyché individuelle, comme devenir singulier, qui est distingué très clairement, très précieusement, pour moi en tout cas, du développement de l'enfant. Je n'avais jamais réfléchi à cette distinction très importante au fond, entre le développement de l'enfant et le devenir singulier d'un individu enfant. Donc il y a plusieurs retours à l'enfance, en fait, l'enfance de nos rites, l'enfance de l'humanité, avec un retour à des formes primitives ou disons primordiales de la parole, de l'apprentissage, de la compréhension empathique, de l'échange, et tout ça sans régression, jamais. C'est-à-dire que ce qui semble le plus profond, le plus immémorial, rend possible toujours notre existence sociale, historique, culturelle, en assurant la communication des individus au sein de l'espèce, et notre faculté de projection, d'imagination. Ce qui est le plus ancien, enfoui, ouvre en fait un espace, un peu comme cette mer de pierre. Alors la série des propos des savants fait aller, pour moi, du cerveau cognitif à la psyché, en fait, à l'âme. Pour moi, c'est ça le voyage le plus important. C'est celui qui nous fait aller du cerveau cognitif à l'âme, en fait. Oui, je pense que c'est de ça que parle le film, pour moi. Mais en fait, l'âme s'exprime dès le départ, évidemment, dans le corps des savants, puisque toutes leurs paroles sont extrêmement incarnées, subjectives, et tous ils font état d'émotions, ils racontent des histoires, des récits d'enfance qu'ils ont plus ou moins peaufinés, auxquels ils cèdent plus ou moins, auxquels ils résistent plus ou moins. Ça, je trouve que c'est très, très fort aussi. Laurent Cohen nous parle du cœur battant, de ses dictionnaires. L'autre, il a son petit jouet, le petit chimiste. Donc ils parlent tous d'étonnement, de surprise, de curiosité, de révélation. Et puis le premier, c'est peut-être le plus ému, j'ai l'impression de parler, hein, il est le plus troublé, mais il est aussi... Oui, que tu l'as posé à la fin, hein, le surprenant, c'est ça, ou ça a été une espèce de... Non. En fait, je fais ça après que je... Après le reste, c'est ça. Après le reste, et ça s'était venu comme surprise. Voilà, c'est bien ce que j'imagine. Ouais. Et lui, c'est lui qui répond, enfin qui en parle de la manière la plus précise de son émotion, c'est-à-dire qu'il fait état, il n'y a pas seulement un récit originaire, je dirais, il raconte le changement, l'évolution des émotions au fur et à mesure du processus de découverte, quoi. La compréhension plus intense, hein, le plaisir à pénétrer les strates. Il se rappelle la révélation. Ouais. Il se rappelle en ce moment-là. Mais c'est pas seulement une révélation, c'est quelque chose qui se fait dans le temps aussi, dans le fil de la découverte. Et ça a évidemment à voir avec ce qu'il appelle le noyau de vérité, en fait. Bien sûr, on les voit tous là. Oui. Voilà. Et des côtés d'émotion pour la vérité.
De côté, tu veux dire? Non, je dis de côté de la mémoire. Ah oui, il est du côté. Ouais. Parce qu'il dit le reste de la mémoire, on n'en sait rien. Ouais, mais ça, je sais que ça il y a un grain de vérité. C'est le noyau. Je suis émue. Et donc, c'est vraiment la passion qui est à l'œuvre dans le travail de la science, qu'on lit à même le corps des savants, dans leurs labos, dans leurs bureaux. Et ils exposent l'objet de leur passion avec une incroyable clarté. Moi, c'est ça que je trouve très beau, très émouvant dans ces prises de parole. Parce que la pensée est très vibrante et à la fois elle est très retenue et elle est très claire, quoi. Ça fait du bien en ce moment, terriblement du bien, quoi. Et ça tient, cette émotion, qui est l'émotion de la pensée, en fait, de voir une pensée arriver à s'exprimer sur des choses très insaisissables, très complexes, qui semblent a priori échapper au langage, à commencer par le langage lui-même, dont on a tellement de mal à parler. Le langage dans sa part inconnue, puisque c'est de ça vraiment qu'ils nous parlent, ces gens. Et donc, au fond, pour moi, le film revient à la grande préoccupation de Nouritz, la langue, l'apprentissage de la langue, le bilinguisme, le polyglottisme, mais préoccupations qu'elle avait explorées jusque-là avec les instruments de la littérature plutôt, ou des textes sacrés. Alors, mais là, elle se dirige dans les zones de la science où ce qui est dit toujours, immédiatement, au fond, est un appel à l'imagination poétique, et même au mythe. Par exemple, la perception sonore universelle des nourrissons. C'est assez incroyable. Moi, j'ignorais ça complètement. Et évidemment, on pense à un paradis pré-babélique. Bon, alors c'est perdu parce qu'on se spécialise, le bébé se spécialise, mais ce qui est perdu semble pouvoir être regagné autrement, un peu comme par magie dans le bilinguisme des enfants qui m'a toujours fasciné. Et puis il y a cette découverte incroyable dans la mosaïque avec Laurent Cohen d'une petite région, la petite région, tout ça, ça ressemble vraiment à des récits de contes, quoi. La petite région du cerveau qui est faite pour la reconnaissance des lettres, et en plus où les cellules nerveuses se sont spécialisées selon des préférences. Et cette capacité en plus peut s'activer à l'âge adulte. Voilà, donc on perd tout le temps, mais on gagne tout le temps à l'endroit où on perd. C'est-à-dire que la perte, la restriction, l'oubli et la dépendance, l'inachèvement deviennent toujours des bonnes nouvelles pour l'humanité, au fond, pour chacun d'entre nous. Il y a une espèce de message de liberté qui va avec celui de la contingence, de la dépendance, de la restriction. Et donc voilà, le mystère qui est la langue, l'apprentissage de la langue, la lecture, c'est clair, et à ça correspondent des espèces d'impressions de magie. On apprend le Beuaba, enfin c'est pas Beuaba en hébreu. Et puis soudain, on lit les voyages de Gulliver. C'est beau ça. Est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est? Beuaba, mais c'est Abba qui veut dire. Ouais, je dis Beuaba. Ça veut dire Abba, c'est le père, donc Beuaba. Donc ça marche aussi. Alors, bon, moment magique. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de magie dans ce film, en même temps que de science, et c'est ça qui est fort. D'où la tendresse pour les caractères hébreux, et c'est de cette langue-là qu'il s'agit encore au fond dans ce film-ci, je pense, comme l'annonce la citation de Dan Pagis au début. Qui lui-même, c'est une citation d'une loi grammaticale du Moyen-Âge. Ah, ça je ne savais pas. Oui, c'est difficile, pas beaucoup de gens le savent. Ouais. Alors bon, voilà, donc il me semble que ce que dit ces deux vers, c'est dans l'hébreu que s'expérimente l'entre-deux du passé et du futur sans présent. Et c'est de ça qu'il est question aussi. Et même si c'est encore de l'entre-langue qu'il s'agit, ou d'une totalité des langues avant Babel, pour reformuler l'énoncé scientifique autrement, c'est un peu encore une dimension sacrée de cette langue qui fait battre le pouls à ses propos profanes sur la langue et le cerveau. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le film, il y a un sous-texte religieux, un sous-texte sur le sacré, je dirais. Mais bien sûr, ça vient du fait qu'on a vu les autres films avant, et en particulier Langue sacrée, langue parlée, qui, pour moi, innerve et nourrit ce film-là. Un peu comme si on le visionnait au verso de ces images-là, comme on pourrait dire que le sacré est au verso du profane, ou la religion au verso de la science. Les deux représentant une manière d'espérer différente, c'est-à-dire qu'enfin, il n'y a pas d'antinomie entre ces pensées-là. Et c'est ça aussi qui est réconfortant en ce moment.
Et c'est aussi ce trajet qu'effectue le film en parlant de l'origine et de la fin, hein, celui d'une remontée vers le sacré. Alors cette remontée-là, vers l'immémorial, vers l'archive, vers le vestige à la fois, ça donne un sens très particulier à la fameuse phrase « regarde, vois de loin ». C'est ce que dit chaque fenêtre qui s'ouvre avec le caractère, la langue, hein, l'hébreu. La fenêtre qui s'ouvre vers un espace, vers un temps autre. Hein, donc il y a un appel d'air dans le langage, dans chaque pièce. Il y a un point de fuite pour moi transcendantal en fait. Et loin, c'est loin dans le temps, mais aussi loin dans un autre plan d'existence, hein, qui passe par le rêve, hein, pour se dire. Et le rêve, c'est le langage de l'image qui fait voir à la fois de près et de loin. Voilà, donc le propos scientifique et le rêve s'expriment côte à côte, hein, à travers la grammaire visuelle de Nourit, à travers sa signature filmique, sa forme ultra composée, ses principes, ses motifs porteurs. On a à nouveau le visage qui parle et l'image des fenêtres en contrepoint de la parole, une lumière qui est très différemment irisée ou colorée, un mouvement de l'air dans les rideaux, un souffle extérieur qui toujours vient chuchoter quelque chose à la parole humaine qui est au bureau avec les livres et tout, l'ordi. Et puis à nouveau des paysages qui défilent, qu'on traverse. Mais ils sont nouveaux les paysages dans ce film-là, ils sont très particuliers. Et à nouveau, et plus que jamais, je crois, il y a les arbres, les feuillages qui bruissent doucement dans le vent, l'ombre qui bouge sur le sol. Les arbres sont plus là que d'habitude, sans doute pour leur ressemblance avec ce qu'il y a là-dedans. Et surtout parce qu'il semble seul, au fond, pouvoir dire, montrer, figurer ce qu'est l'âme, peut-être, l'esprit, l'inspiration verbale, je ne sais pas. Et avec chaque locuteur, on a un changement de tonalité, un changement, je dirais, de clé dans la partition. Et en entendant chaque propos, on pense à des textes littéraires, des textes philosophiques. Et la poésie du film vient aussi, pour moi, de cette espèce de frange imaginaire, poétique, littéraire, qui se crée tout au long, mais sans qu'on ait le temps du tout de s'arrêter. C'est-à-dire que la mémoire, on pense à Bergson, à Proust, à Benjamin. Le mime, on pense à Nietzsche, à Girard, Benjamin encore, et puis Benjamin encore plus, mais évidemment, c'est mes obsessions. À propos de la langue universelle des nourrissons, hein, le Benjamin qui parlait d'une langue pure, ou de la langue des enfants nés un dimanche. Et puis après, bien sûr, à la fin, c'est Freud, mais ce serait aussi Derrida, avec l'archive. Et puis le psychanalyste lui-même, il parle comme la Bible. Hein. Au commencement était l'inachèvement, ou alors comme Héraclite, etc. Bon, donc le langage sacré semble porter l'intuition d'une vérité. Hein, ou alors on est touché d'une ressemblance, hein, troublante entre le monde du sacré et le monde de la science. Hein, on ne peut plus éloigner. Et c'est cette communication-là entre ces deux mondes qui, au fond, ne peut s'effectuer que par là, je pense. Et ce travail d'imagination, celui que permet l'imprécision du souvenir, s'empare du propos savant, mais toujours en s'adaptant à ce propos, en se levant presque dans ses plis. C'est-à-dire qu'elle adopte son langage, le langage des savants, qui est d'ailleurs lui-même figuré. Il est déjà poétique, ce langage. Il déclenche à chaque fois un imaginaire, comme le modèle de simulation incarnée, par exemple. Et ça te fait fabriquer justement ces fameux neurones miroirs, ces nouvelles images d'arbres, ces nouveaux paysages qui filent et que tu coupes en deux, hein, qui sont en organisant une symétrie ou alors un reflet dans l'eau. Enfin, ça, c'est vraiment propre à ce film-là, je pense. Il y a cet extraordinaire... je sais pas comment il faut le... C'est quand on parle de l'inconscient à la fin et que tu renverses le paysage. Il est à l'envers, hein, il défile à la fois. C'est assez incroyable ça. Donc on voit à la fois tout près et de très loin jusqu'aux neurones. Donc c'est cette coïncidence du lointain et du proche. Hein. Par exemple le petit bébé dans son minuscule cadre bordé de noir là. Il est tout petit et c'est ça qui coïncide avec la plus large ouverture du champ en fait, hein, la perception universelle des sons, l'aptitude liminaire à l'apprentissage de toutes les langues. Et donc on a une espèce d'émotion qui porte sur la créature, je dirais, la créature comme un mélange de fragilité et puis d'extraordinaire potentialité. Et cette énigme-là, au fond, elle est d'ordre métaphysique, elle n'est pas seulement cognitive, ni même seulement morale. Et voilà, et c'est d'avoir exploré ça de cette manière-là, sur un mode scientifique en même temps que poétique, qui me semble un réconfort en ce moment. C'est-à-dire qu'on a une parole éclairée, éclairante,
très ardente, hein, celle des savants, qui est entrelacée à l'inconnu, au mystère, et inversement un langage religieux qui peut faire émerger à la surface de ce travail de la pensée et des images, comme naturellement une expression religieuse à la fin. Hein, béni soit sa mémoire, qui est prononcée mais d'une voix calme, toute terrestre, pour parler de la merde, donc de ce qu'il y a de plus humain. Voilà. J'ai envie de vous lire, pour terminer, juste un passage d'un livre que je lisais parallèlement, voilà, de Jean-Christophe Bailly, qui s'appelle « Adieu, essai sur la mort des dieux ». Voilà. Devant la prose du monde, la science se comporte, et c'est déjà quelque chose, et c'est bien entendu une acquisition, et qui n'appelle comme telle aucun sourire condescendant, comme une grammaire. Mais elle ne rend pas compte de l'être de cette prose, mais elle ne se tient pas, malgré son obsession génétique, auprès de l'apparition du langage qu'elle étudie, mais elle ne voit pas ni ne cherche pas à voir le redéploiement de cette parution dans chaque mot de cette prose. En face de ce qui est, elle n'est pas là comme une ombre, il lui faut éclairer. Et si dans son univers à la fois étroit et immense, chaque lumière, chaque éclairage compte, il nous reste encore à nous éloigner de ce compte total des lumières et à voir revenir vers nous ce qui ne brille d'aucun éclat humain et qui est ce que les religions, sans peine et dans l'extase, firent briller. Et un peu plus loin, il dit que cette prose du monde, c'est justement ça, la mort de Dieu. Et encore un petit peu plus loin, et ça revient à ce réconfort dont je parlais tout à l'heure et à sa dimension politique. Il dit encore ceci, hein, en parlant des raisons de l'affaiblissement et de la destitution de l'énorme poème des religions. Pour qu'il y ait une telle grammaire, il aura fallu de toute façon que les conditions, une grammaire scientifique donc, hein, que les conditions de son apparition soient dégagées. Il aura fallu que l'audace que comportaient loi et explication ait un champ où s'épandre et où agir, non plus clandestinement comme des hérésies, mais comme une vision du monde rebelle, puis rivale, puis victorieuse. Or ce champ, qui a tardé à venir et qui dérive lui-même d'un déblocage produit par le travail de la raison, c'est, je le dirais brusquement, la République au sens strict. Forme politique, res publica, chose commune, ou rêve, plutôt, de cette chose en commun qui réglerait les relations des hommes et libérerait entre eux la puissance de leurs récits, comme les effets bénéfiques de leur découverte, chose sans roi et sans tête, où la tête ne serait qu'un creux actif au centre du corps social.